Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour François. Bonjour Laurent. Écoute, merci de participer à ce podcast Banous. Je suis ravi de t'accueillir pour parler finalement d'un sujet qui revient de plus en plus actuellement, qui est le retail média. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Alors moi j'ai commencé mes classes digitales chez Google il y a une quinzaine d'années. Après j'ai été cofondateur de 55. Puis j'ai passé 4 ans chez Criteo où j'ai été DG France. Et là, depuis une petite année, je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle M19 et qui produit une tech pour le retail média. D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux nous décrire l'univers du retail média ? Alors, en gros, on peut trouver plusieurs définitions là-dessus. Mais disons qu'aujourd'hui, la manière la plus simple de le définir, c'est la publicité sur les sites de e-commerce. Et après, il y a 2 types de publicité. Il y a la publicité classique, où un site de e-commerce est comme un éditeur qui va vendre sa donnée, qui va vendre son audience. Et donc, on expose devant une audience. Et puis, il y a plutôt la publicité finalement ancestrale, mais qui est en train d'être visitée, qui est la tête de gondole. D'accord, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est de la mise en avant de produits qui sont vendus sur le site. Et donc, aujourd'hui, toutes les évolutions programmatiques qu'on a connues dans le digital ces dernières années sont en train d'arriver sur cette partie de tête de gondole. Donc voilà, donc le retail média, il y a ceux qui disent que c'est la publicité sur les sites de e-commerce en général, ceux qui vont plutôt se dire que c'est la partie tête de gondole, c'est-à-dire Amazon parle de publicité endémique, c'est-à-dire de publicité pour des produits qui sont vendus sur le site, de la mise en avant de produits. D'accord, donc pour résumer, il y a la bannière classique et le produit poussé lors d'une recherche sur Amazon, si on prend le cas d'Amazon. Si on prend 2 carrés, ouais c'est ça. Donc les 2 caricatures, c'est Renault vend pas de voiture sur Amazon, mais peut faire de la pub sur Amazon, ou peut faire de la pub sur ses discounts. Mais voilà, et ça renverra vers le site de Renault. Et puis après, il y a le produit qui est vendu, un casque audio qui est vendu sur Amazon ou ses discounts, mettons un casque Marshall, et qui va chercher à être mis en avant. Généralement, la plus grosse partie de la mise en avant, c'est sur la partie search. Donc c'est de la mise en avant sur le search. Et là, c'est clairement des modèles qui sont inspirés du modèle AdWords. D'accord, et c'est ce qu'on appelle le sponsor product. Exactement. Ouais. Ok. Ou search advertising, etc., etc. Mais c'est voilà, comme les sites de e-commerce sont en train de devenir des moteurs de recherche de commerce, la partie de recherche est de plus en plus importante. Donc elle s'inspire de tout ce qu'a fait la recherche, y compris la partie publicitaire. Alors juste en 2 mots, ça s'adresse à tous les annonceurs ou il y a des catégories qui fonctionnent plus ou moins bien ? Si on prend au sens large, c'est-à-dire toute la publicité retail média, ça s'adresse à tous les annonceurs qui ont envie de se faire connaître sur le digital. Et si tu prends vraiment la partie mise en avant, tête de gondole, je pensais pas que j'utiliserais ce terme aussi souvent, mais bon voilà, il revient tout le temps, ça pourrait être un nom de boîte, la banouse, la tête de gondole. Ouais. Et donc sur la partie plutôt tête de gondole, c'est des produits qui sont vendus chez les e-commerçants. Alors, Amazon, ça vend tout, ses discounts, ça va être plus orienté produit. Tu vas avoir aussi des sites de drive qui vont être plus orientés sur le food, le CPG, mais enfin, c'est tous ceux qui sont vendus par des e-commerçants. D'accord. Alors, finalement, on peut dire que les walled gardens sont ouverts. Les walled gardens sont-ils ouverts ? Ouverts à qui ? Voilà, la question. Je pense qu'ils ont toujours été ouverts aux annonceurs. Ils ont toujours été ouverts aux utilisateurs. Et à la création de valeur. Après, est-ce qu'ils sont ouverts à la tech ? Le principe d'un walled garden, c'est quand même de pouvoir utiliser, dans un univers fermé, tu vas pouvoir utiliser tous les systèmes pour pousser un contenu, que ce soit un produit ou un contenu social. Donc, j'ai pas de réponse à cette question. J'ai plutôt essayé d'apporter une autre question. C'est est-ce que les walled gardens ont une frontière ? Parce qu'ils ont plutôt tendance à s'étendre de plus en plus. Donc, ils sont fermés, mais ils s'étendent de plus en plus. Bon, voilà un peu la pauvre astuce que je peux, je peux trouver là-dessus. C'est très clair. Est-ce que, alors, si on parle de manière ultra pragmatique, je suis un annonceur, comment je fais pour, dans un premier temps, pousser une banouse sur Amazon ? Faut ouvrir un compte.
Faut prendre un accès sur la partie advertising d'Amazon. Et puis, alors, selon la taille de l'annonceur, faut peut-être mieux être en relation avec leur équipe de régie. Mais pour le coup, là, c'est de la régie extrêmement traditionnelle, comme on l'a connu. Ensuite, ceux qui veulent plutôt partir sur la partie search, puisqu'ils vendent des produits, généralement, ils ont déjà un compte seller ou vendor. Donc, c'est-à-dire, soit ils ont une relation de partenariat avec Amazon comme une marque, soit ils vendent sur la marketplace d'Amazon. Premier cas, vendor. Deuxième cas, seller. Généralement, ils ont un compte et ils vont pouvoir ouvrir un compte publicitaire en plus là-dessus pour pouvoir créer, générer et piloter des campagnes publicitaires, donc des campagnes de mise en avant de produits, search. Et puis maintenant, il y a la partie display qui arrive de plus en plus, avec en particulier la question du retargeting. D'accord. Donc, j'en sais rien, quelqu'un qui vend du matériel de jardinage sur Amazon se dit qu'il veut faire de la mise en avant sur des requêtes génériques, genre outils jardin. Donc là, il va essayer de s'afficher là-dessus. Et puis, il y a des gens qui auront vu ces produits, mais qui les auront pas achetés. Et là, il aura pu aussi bientôt déclencher des campagnes de retargeting pour le retrouver. Donc là, par rapport à ta question de ce que le wall garden est ouvert ou pas, on voit que le wall garden s'étend, puisque au départ, Amazon faisait pas de retargeting. Maintenant, on commence à avoir sa propre offre de retargeting pour des gens qui sont au départ des marques qui vendent chez lui. D'accord. Alors, c'est peut-être des questions ultra naïves parce que je suis vraiment pas expert de cette partie, mais quelles métriques tu peux espérer recevoir d'Amazon lors d'une campagne ? Énormément. Alors, ouais, alors, pour le coup, faut pas, parce que le retail média, c'est pas que Amazon. Ouais. Et Amazon fait le marché comme Google a fait le sien. Donc on y revient souvent et il structure beaucoup le marché en Occident. Je fais juste une aparté, mais en Chine, c'est pas du tout vrai. C'est Alibaba qui va faire le marché et qui, en termes de part de marché publicitaire, va avoir à peu près 40% de part de marché digital, quand Amazon aux États-Unis va avoir 4%, l'année prochaine 7% de part de marché digital. Donc on parle beaucoup d'Amazon en France parce qu'on est sur un modèle plutôt occidental, mais en Chine, ça va plutôt être Alibaba. Et là, j'ai un peu perdu le fil de ta question. Je parlais des métriques qu'on peut recevoir. Ouais. En fait. Donc, moralité, les métriques, Amazon a tendance à fournir énormément de données. C'est un peu moins vrai des autres plateformes. Je pense en particulier à ce que va pouvoir fournir un Criteo aujourd'hui. 3W Relevancy, je connais moins sur la partie data qu'ils peuvent fournir, mais je sais qu'aujourd'hui, Amazon fournit une énorme donnée par des rapports qui peuvent s'appeler ARA ou ARA Premium, où il va y avoir une quantité astronomique de data qui souvent sont peu traitées par les marques. Et là, il y a un champ considérable d'exploitation à faire là-dessus. Donc, je pourrais pas du tout être exhaustif, mais tu vas retrouver tes données classiques. Donc, sur un plan publicitaire, tu as évidemment les impressions, les clics, les conversions, les produits. Puis sur le plan plus retail, donc sur ces fameux rapports ARA, on va avoir tout ce qui va avoir trait aux produits qui ont été vendus, énormément d'informations. Finalement, la question qu'on peut se poser là-dessus, c'est quelle information on n'a pas. Et là, c'est l'information utilisateur. D'accord. Parce que, évidemment, la chasse gardée du wall garden, c'est de pouvoir garder la relation directe avec l'utilisateur et que la marque n'arrive pas à le capter. D'accord, donc tu ne peux pas le capter à l'extérieur de ces sites e-commerce. Non, la seule stratégie que j'ai vue jusqu'à présent d'une marque que je citerai pas, qui se servait d'Amazon pour ensuite récupérer des utilisateurs, c'était dans un pays où ils étaient en conquête. Ils cherchaient à toucher des nouveaux utilisateurs sur des requêtes génériques. Et comme c'était un produit qui se vend par abonnement, à partir du moment où les gens avaient acheté une fois, deux fois, ils les retrouvaient dans des magasins physiques où ils les retrouvaient par abonnement. Ils étaient capables d'identifier quels étaient ceux qui les avaient découverts par Amazon. D'accord. Et de toute façon, si tu fais une campagne de bannous sur Amazon et avec un clic sortant vers ton site, finalement, tu peux le récupérer une fois qu'il a cliqué. Ouais, là-dessus, oui. Donc là, ça comme toute forme d'advertising régie classique. Ok, super intéressant. Comment tu mesures l'incrémentalité sur Amazon ou ailleurs, sur un autre partout, ou ailleurs, sur Alibaba? Voilà. En fait, c'est un débat que j'élargirais plus à l'incrémentalité en général, qui est un sujet que j'ai beaucoup vu chez Criteo, qui était un gros sujet. En fait, l'incrémentalité, il n'y a qu'une manière de la mesurer, c'est l'A/B test. Ouais. Qu'une manière. Il y a une manière idéale et la plus propre sur un plan mathématique ou statistique, c'est l'A/B test, c'est-à-dire être sur la même période, sur deux audiences a priori similaires, et de voir comment elles réagissent quand elles sont soumises ou pas à la publicité.
Et puis derrière, l'inconvénient de ça, c'est que souvent, il y a énormément de paramètres statistiques à prendre en compte qui vont créer des bruits. Donc, il faut des data analysts pour enlever les bruits. Et puis, le data analyst de la régie ou de la tech, souvent a un avis qui va différer du data analyst qui va être chez l'annonceur. Et j'ai vraiment vu des cas où on passait plus de temps à parler de statistiques finalement qu'à parler business. Donc, c'est un peu la contrepartie de l'incrémentalité. Aujourd'hui, sur le retail média, qui est quand même un marché qui est très récent, petit aparté là-dessus, mais Amazon s'est mis que depuis 5 ans là-dessus. Alibaba est beaucoup plus ancien, mais finalement, ils y étaient venus par la publicité plus traditionnelle, parce qu'on pouvait appeler au départ le retail média. Ils se sont d'abord créés comme un carrefour d'audience qui allait se rémunérer par la publicité. C'est encore un marché qui est très récent, d'où intéressant de se dire que c'est le modèle de la tête de gondole qui est en train d'être visité par le programmatique. Mais il n'y a pas aujourd'hui, à ma connaissance, de cas où on a la possibilité d'avoir des protocoles d'A/B test. D'accord. Donc, aujourd'hui, pour mesurer l'incrémentalité, il faut la mesurer dans le temps, ou il faut se donner des indicateurs à voir si on les atteint. Donc, une réponse très longue pour te dire que c'est quand même un sujet, c'est quand même un gros sujet compliqué de manière générale sur le digital. Et aujourd'hui, on revient un peu en arrière par rapport à ce que j'ai pu connaître. C'est dans le temps. Donc, on peut comparer au mois d'avant, à la semaine d'avant. On peut comparer à ce qui s'est passé au même moment l'année d'avant, où on peut essayer de trouver des pays similaires et voir si, par une publicité, il va y avoir un comportement modifié. Et de toute façon, après, vu la quantité astronomique de produits sur Amazon, je pense que pour un annonceur, il est clair qu'il faut qu'il se démarque, et le sponsor product, si on prend ce cas-là, il est indispensable. Ouais. Tu prenais l'exemple du casque Marshall. Finalement, quand tu tapes casque audio sur Amazon, je pense que tu as une quantité phénoménale de résultats, et c'est la même stratégie que le search classique. En fait, c'est vraiment... tu as deux grands... Tu as presque trois éléments. Le premier, c'est que tu as 250 millions de références produits sur Amazon. Et je crois que le plus grand hyper en France, qui doit être un Carrefour, a 90 000 références. Donc, c'est 250 millions contre 90 000 références. Mais en même temps, tu as une audience qui est massive. Donc, comme produit, tu as intérêt à vouloir trouver ton audience. Mais une fois que tu es là, en fait, tu es noyé dans l'audience. J'ai un ami qui dit que c'est comme si faire remonter ton produit chaque jour sur Amazon sur les bonnes requêtes, c'est à chaque fois, c'est être dans un labyrinthe qui change tous les jours pour essayer de remonter là-dessus. Donc ça redevient du search. Et donc, l'histoire se répète. Deuxième paramètre. Donc, premier paramètre, c'est cette quantité de références produits. Ce deuxième paramètre, c'est que l'histoire se répète et que finalement, le retail média et ces grandes plateformes de e-commerce sont en train d'offrir ou de permettre à des marques, à des industriels, de pouvoir faire de la publicité à la performance, d'avoir une influence directe sur leurs ventes, comme beaucoup de sites à la perf et surtout des e-commerçants l'ont connu il y a 15 ans avec l'arrivée d'AdWords. D'accord. Donc, c'est AdWords pour les marques, de manière très schématique. Et le troisième paramètre, c'est que c'est aussi un moteur de recherche dans le sens où il y a près de... Si on prend le cas de la France, mais 3 Français sur 4 qui vont sur Amazon, ils vont pour préparer un achat. Il y en a 80% qui viennent pour se renseigner sur des produits. Ça ne veut pas dire qu'ils vont finir leurs achats sur le site. On vient se renseigner. Et par exemple, aux États-Unis, on va avoir à peu près 60% des utilisateurs Amazon qui considèrent que c'est un des meilleurs sites pour avoir des avis clients sur un produit. D'accord. Et puis après, il y a tout le comportement qu'on connaît de comparer un prix ou un avis quand on est dans un magasin. Et donc Amazon, là-dessus, est un vrai moteur de recherche de produits, un moteur de recherche commerciale, donc un réseau social de consommation. Alors, pour être très pragmatique, je suis un annonceur qui vend, alors je ne sais pas, on va rester sur le casque audio. Est-ce que tu aurais des tips à partager pour le lancement d'une campagne retail média ? Une méthodologie ? Une méthodologie. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent de ce qu'on a pu connaître de l'époque AdWords ? C'est comme tout sur ce genre de sujet, c'est d'y aller pas à pas. Enfin, si on n'est pas familier avec le sujet, c'est de commencer avec un produit, de commencer à créer ces paires assignes mots-clés, c'est-à-dire la relation entre le produit et la requête sur laquelle va pouvoir s'afficher le produit, sachant que pour une requête, tu as plusieurs produits qui peuvent s'afficher, mais bon, si tu commences qu'avec un produit, et puis c'est d'avancer pas à pas, quelques requêtes, enfin quelques keywords, y aller tous les jours, jouer avec le CPC, mais j'ai pas
j'ai pas une méthodo miracle. Il n'y a pas de martingale dans ce domaine. Est-ce qu'il y a une martingale dans ce domaine? Alors, non, le vrai conseil que je peux donner, plutôt, pardon, c'est de se dire que ça reste le début de l'histoire là-dessus. D'accord. Donc tous les premiers qui vont arriver vont avoir un savoir-faire qui va être plus fort et qui, généralement, va les rendre indéboulonnables. Et ça, c'est vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'histoire se répète. Je l'ai vu chez AdWords, j'ai vu des e-commerçants, enfin, des commerçants, des retailers gigantesques qui, en 2006, se sont dit on va prendre la première place du digital français en prenant les premières places sur AdWords. Ils avaient la place de le faire en 2006. On les avait formés pendant 3 jours. Et au moment d'y aller, ils nous disaient en fait, on a été dépriorisés à la faveur du offline, des magasins physiques, des hyper, etc. Et ils n'ont pas pu y aller. Et après, on voit dans la presse, 10-15 ans après, où ils rament pour reprendre ces places-là. Donc, le vrai conseil, c'est surtout, il y a un moment maintenant où le marché n'est pas encore trop structuré et pas encore trop mûr. Donc, c'est facile d'apprendre et c'est maintenant qu'il faut y aller. Est-ce que c'est facile, justement, d'évangéliser les annonceurs? Alors, j'hésite tout simplement parce que j'ai rencontré des fonds d'investissement et des annonceurs au cours des 8 derniers mois. Les fonds d'investissement étaient encore assez nouveaux sur le sujet du retail média. D'accord. Et ça a été plus long de leur raconter, de les emmener dans ce sujet-là et d'essayer de leur expliquer ce qui se passait sur cette partie publicitaire des sites de e-commerce aux États-Unis et en Chine. En revanche, les annonceurs, sur les dernières semaines que j'ai eues, il y a vraiment un moment extrêmement important. Tous ceux que j'ai vus ont besoin d'accélérer, soit parce qu'ils sont en retard, soit parce qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils structurent ça. Leur contrainte, c'est d'accélérer sans que ça leur coûte trop cher. Mais pour le coup, ils sont extrêmement réceptifs à cette réflexion, à cette discussion. Là où ils ont plus de mal, c'est à nouveau, l'histoire se répétant, ils sont très sensibles au discours de la perf, du mot-clé qui amène une vente, voire du retargeting qui amène une vente. Ils sont beaucoup moins réceptifs à l'utilisation de cette publicité en haut de funnel. C'est-à-dire faire de l'acquisition et de la notoriété par le canal retail média. C'est un sujet où je sais que les régies des e-commerçants ont plus de mal à les convaincre. C'est contre-intuitif finalement, parce que tu es sur le site du retailer, tu te dis je suis proche de la conversion, alors que je suis sur le site d'un publisher de la presse, je suis en amont de la conversion finalement. Oui, non mais c'est contre-intuitif, c'est pour ça que c'est comme ça, et en même temps on peut le prendre dans un autre angle, c'est est-ce que j'ai des budgets d'acquisition en digital, de manière générale? Si oui, pourquoi est-ce que je ne les mettrais pas auprès d'un e-commerçant, d'un Fnac, Darty, qui a une donnée excellente par rapport à ma cible. D'accord, ouais. Donc il ne faut pas partir, je pense, de la promesse de performance du retail média, mais plutôt partir du mode de ciblage qu'on va avoir sur une campagne d'acquisition. D'accord. Et pour revenir sur ce que je viens de dire, effectivement, ouais, on peut prendre totalement l'inverse et se dire, vaut mieux mettre du budget près de la conversion plutôt que trop loin de la conversion. Ouais, quand c'est ton budget de conversion, quoi. Ouais. C'est des vieux débats, mais c'est juste, voilà, comme c'est des gens qui sont rentrés dans les maisons des annonceurs par un discours de perf, dès lors qu'ils se mettent à parler notoriété, c'est plus compliqué. Donc c'est plutôt, est-ce qu'il y a un budget de notoriété? Est-ce que le ciblage par le e-commerçant est plus intéressant qu'un ciblage par une autre forme de régie? D'accord. Voilà. Mais bon, c'est facile à dire comme ça. Pour l'avoir vécu commercialement, c'est toujours un sujet. Alors, petite question, qu'est-ce qui reste aux publishers classiques? En fait, c'est peut-être un peu naïf ou idéaliste de ma part, mais tout va pas se passer en vase clos. C'est-à-dire que, évidemment, les walled gardens sont de plus en plus grands, donc où est leur frontière? Il y aura peut-être des lois antitrust qui vont limiter ça, donc déjà faire un peu plus respirer les éditeurs. Mais quand on sait que... alors, on a beaucoup parlé d'Amazon, mais c'est une réalité. Mais quand on sait qu'il y a de plus en plus de sites de e-commerce qui servent aussi... et ça, Fnac, Darty, c'est vrai aussi, mais qui servent de référence autour d'un produit, pour se renseigner sur un produit, pour avoir des avis clients sur un produit, ou simplement pour comparer des prix, comparer des offres ou comparer des disponibilités, pour un achat qu'on peut faire ailleurs, sur un autre site ou en magasin. De toute façon, dans mon ancienne boîte, on disait, je pense que le chiffre est moins vrai aujourd'hui, mais que le taux de conversion sur un site internet était de 2%. Et que le taux de conversion dans un magasin physique était de 55%. 55% des gens qui rentrent dans un magasin ont une chance sur 2 de sortir avec un achat. C'est moins vrai dans une boulangerie, c'est plus vrai c'est moins vrai non plus dans une concession, on est aux deux extrêmes.
Donc sur un site internet, mettons que les sites les plus performants aient des taux de conversion qui soient plus élevés, il y a toute une partie d'audience qui vient se renseigner pour un achat qui va être fait plus tard, sur ce site ou ailleurs. Et donc ces personnes sont des personnes qu'on peut soit rattraper, soit recibler pour des questions de notoriété. Et donc ça se fera sur les sites qu'elles fréquentent en dehors. Donc ça reste le schéma tel qu'il existe aujourd'hui. On voit quand même que le retargeting, qui a été beaucoup décrié, a quand même ouvert la porte au ciblage très précis sur des sites d'éditeurs. Moi, je vois bien qu'aujourd'hui, on est de plus en plus ciblé par des campagnes en fonction de notre profil, avec des campagnes qui sont plus des campagnes de notoriété, mais beaucoup mieux ciblées qu'elles l'étaient avant, et dans le fond, qui m'intéressent plus, si c'est grâce à elles que je peux avoir accès au contenu gratuit sur ces sites-là. Donc, je pense qu'il reste de la place pour les éditeurs. C'est sans doute qu'ils vont devoir avoir des plus gros partenariats avec des technos de wall garden, ou si c'est pas des wall garden, un peu des géants à la Criteo, quoi. D'accord. Ou mettre en place des modules de SSO pour, des modules de logging, etc., pour essayer de targeter plus finement les users. Parce qu'après, il y a aussi les notions de privacy qui rentrent en jeu, etc., etc. Alors après, c'est ce qu'ils peuvent créer leurs propres données à valeur ajoutée. Et ça, pour le coup, c'est plus le métier simplement de l'éditeur, mais c'est celui qui, à côté de lui, va faire le contenu, quoi. Ouais. Là, c'est TF1. Il y a TF1 la régie et TF1 le contenu. Est-ce qu'on a envie de donner son nom? Est-ce qu'on a envie de s'inscrire pour du contenu? Donc, il y aura sans doute un travail d'éditeurs qui seront de plus en plus niche, avec des contenus de plus en plus précis, et de gens qui seront prêts à au moins s'inscrire pour accéder à ce contenu. Et donc là, ils auront une donnée à plus forte valeur ajoutée. Puis après, il y a la mutualisation de cette donnée qui existe aujourd'hui avec des partenariats comme Gravity. Avec des partenariats comme Gravity. Ok, écoute, j'allais te poser la question sur la prospective, comment tu vois un petit peu le court, moyen, long terme. Je pense qu'on vient d'y répondre. Ouais, on a posé des... Compliqué de beaucoup prédire ça bouge beaucoup, mais disons des éléments qui aident à se poser des questions pour la suite. Ouais. Donc, pour terminer, je vais juste faire un bref récap. Donc, je suis annonceur, je veux lancer une campagne dans ce domaine, j'y vais pas à pas. J'adopte plus ou moins la même stratégie que le search d'il y a quelques années, qu'il y a des places à prendre par rapport à ce que tu disais et qu'il y aura une prime aux premiers arrivés. Ouais, s'ils sont prêts à accepter que parfois il y a une forme d'imperfection, un manque de données accessibles, ou en fait, ils n'ont pas le choix finalement. On peut tortiller, on peut tourner de sujet. Soit t'attends que ce soit mûr. Mais dans ces cas-là, tu vas subir un peu plus la concurrence, soit tu te positionnes plus en early adopter, mais en sachant qu'il y a aussi un prix à payer, qui est qu'aujourd'hui, Amazon est beaucoup plus compliqué à utiliser qu'AdWords sur le plan publicitaire, que des grandes régies indépendantes en France vont avoir plus de mal à te fournir un certain nombre de données, mais déjà les données qu'elles peuvent fournir, pour l'avoir vu sur des plateformes comme Criteo, rien que les données qu'on peut fournir sont vraiment novatrice. Et c'est loin de ce qu'on pourra faire d'ici quelques années. Ok, écoute, super clair. Merci beaucoup pour ton temps. Où est-ce qu'on peut te suivre? Me suivre un peu sur Twitter, plus sur LinkedIn, ou m'envoyer un mail, François, sans cédire, @m19, donc 19.com. D'accord. Écoute, merci beaucoup François. Merci Laurent. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.